On a une image de ce que c'est un vieux film de science-fiction. Un vieux film en général, mais en particulier les vieux films de science-fiction. Puis quand on n'en écoute pas, ou pas beaucoup, ben c'est ça, c'est facile de rester avec l'idée que c'est très artificiel, que les effets spéciaux sont pas très bons, que bon, etc. Puis ben, il y a beaucoup de films effectivement qui sont comme ça, mais des fois on reste assez surpris de ce qu'on voit finalement. Autant au niveau visuel que au niveau des personnages puis des situations. Puis même si encore une fois, des fois ça peut être assez théâtral, ça peut être assez surprenant en même temps. Et c'est la pensée que j'ai en tête aujourd'hui par rapport à notre film d'aujourd'hui, à Pourquoi c'est bon. Et ce film, c'est Dr. Cyclops de 1940. C'est une réalisation de Ernest B. Chaudsac, qui est très connu parce qu'il a co-réalisé King Kong. King Kong, ils sont deux à avoir fait ça. Il y a son collègue de l'époque, Marianne C. Cooper, qui a fait plutôt les séquences avec les effets spéciaux. Ben, c'est ça, Chaudsac, lui, travaillait plus avec les comédiens. Donc, ben, c'est ça, King Kong, c'est lui. Il a aussi fait The Most Dangerous Game, là, la version des années, je pense, 30. La chasse du docteur Baron Zaroff, quelque chose comme ça, là. C'est l'histoire du millionnaire qui chasse des êtres humains. C'est cette histoire-là. Bon, mais lui, il a réalisé une version de ça qui est très connue. Dr. Cyclops, qu'est-ce que ça raconte? Ben, ça se passe au Pérou dans les années... en 1940, donc l'année du film. Et je pense que ça se passe en 40, en tout cas, c'est ces années-là. Et il y a un savant qui est... j'ai oublié son nom, c'est son surnom de Cyclops, là, c'est pas son vrai nom. Et il a découvert une mine de radium et qui a une valeur faramineuse parce que, je pense, c'est sous-entendu, je pense que même à l'époque, il y a des expériences... il ne parle pas de bombe nucléaire, évidemment, là, mais il y a des vagues échos de quelque chose en rapport avec ça. Là, bon. Toujours est-il qu'il a découvert cette mine de radium qui, nous explique-t-on, a une valeur inimaginable, autant scientifique que financière. Puis, ben, c'est ça, le docteur, appelons le Cyclope, il a inventé une machine pour rétrécir les gens, un peu comme dans L'homme qui rétrécit. Il fait ses expériences, puis c'est ça, quand le film commence, il a réussi à rétrécir des animaux, mais il n'a pas encore réussi à rétrécir des humains et qui survivent. Et puis, tout ça, c'est bien beau, mais il faut dire aussi que le docteur Cyclope, il est complètement psychopathe. Dans la première scène du film, il assassine quelqu'un parce que ça c'est plus pratique pour lui. Je pense que l'autre veut dévoiler l'existence de la mine. Je n'ai pas de noter, je ne me rappelle pas c'est quoi le prétexte, mais lui, le docteur, il a sa mine de radium, il fait ses expériences, il veut être riche et puissant, et il n'y a personne qui va l'en empêcher. Un peu comme le savant fou traditionnel, si on veut. Et c'est ça. Au début, il assassine son collègue ou partenaire, ou je ne sais pas trop quoi, là. Mais ce qui arrive, puis c'est qu'il est pratiquement aveugle. Il a des lunettes, ça d'épais, le docteur en question. Puis, en plus de ça, donc c'est ça, il est à un stade de ses recherches, comme on l'a évoqué, où il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis, il fait venir 4 ou 5 des plus éminents physiciens du monde anglo-saxon pour l'aider. Alors, c'est des professeurs très, très éminents. Puis, finalement, il est fait venir pour regarder dans le microscope, parce qu'avec ses lunettes, il n'est pas capable. Puis, il regarde dans le microscope 30 secondes, un de la gang dit qu'est-ce qu'il a vu, puis il dit « OK, merci, le docteur Cyclope répond c'est beau, j'ai plus besoin de vous autres, je vais vous payer un gros montant, puis merci d'être venu. » Puis les autres sont super choqués parce que, bon, vous nous faites perdre notre temps, etc., vous nous manquez de respect.
Puis, Dr. Cyclope, évidemment, il veut chasser ces gens-là le plus vite possible, mais eux autres, ils s'ostinent. Puis finalement, ben, il les soumet à son rayon qui rétrécit, et cette fois, ça marche. Grâce, entre autres, aux observations dans le microscope là, que l'autre gars a fait. Là. Donc, essentiellement, on a un savant fou qui fait venir nos héros et qui les rétrécit. Et ben, eux, ils essayent de déjouer le docteur en question. Et puis, ben, ils gagnent. Hein. C'est un film des années 40. C'est bien rare que les méchants gagnent à ce temps-là. Puis, ben, c'est comment est-ce qu'ils font? C'est ça, écoutez, c'est des êtres humains miniaturisés contre un géant. C'est le genre d'histoire que vous imaginez que ça va être un peu. OK. Ben, pourquoi c'est bon? Il y a deux raisons. Déjà, en partant, je l'avais vu quand j'étais petit. J'avais vu juste la deuxième moitié. Et même à l'époque, j'avais beaucoup aimé ça parce que visuellement, c'est très classe, en fait. C'est très chouette. Ai-je vu sur l'Internet tantôt, le premier film de science-fiction en Technicolor. Le Technicolor 3 couleurs, donc le Technicolor classique, là, si vous voulez. Là. Juste à titre de comparaison, le dernier, ou pratiquement le dernier film Technicolor, je pense que c'est le dernier qui a été développé dans les studios Technicolor en Europe, c'est Suspiria de Dario Argento des années 70. Un film qui est réputé pour les couleurs prodigieuses qu'on y retrouve. C'est beaucoup ça l'intérêt du film. Il y en a beaucoup des intérêts du film. Suspiria, c'est super bon, mais c'est beaucoup, l'atmosphère vient beaucoup des couleurs. Puis ce qui rend les couleurs possibles, c'est ce procédé de la compagnie Technicolor qui crée des couleurs très, très, très vives, très saturées, qui sont un petit peu artificielles, mais en même temps, c'est ça, très riche, puis ça donne vraiment un très bon résultat. C'est beau. Puis, la première scène du film, il y a un usage c'est le docteur avec sa future victime, là, son partenaire, quand il se chicane, puis dans le laboratoire, puis il y a des reflets de lumière vert, il y a beaucoup de vert dans les teintes de couleurs, puis un peu comme des reflets d'eau, là, bon, etc. Puis ben, ça aussi, c'est hyper efficace, c'est super beau. Ça fait que c'est pas tout le temps, tout le long aussi atmosphérique, mais il y a des bons moments où est-ce que c'est visuellement très réussi. Puis c'est ça, carrément beau et atmosphérique. Puis ben, même quand c'est plus sobre, si on veut, même quand c'est plus... nos héros parlent dans la jungle, là, c'est pas très extravagant au niveau de la mise en scène, mais même là, à cause de cette couleur, ces couleurs-là, Technicolor, ça donne un cachet très prononcé au film. Là. Donc, le visuel est vraiment très chouette. Les effets spéciaux sont bien aussi. Les effets de rétrécissement, là, encore une fois, on a parlé de l'homme qui rétrécit il n'y a pas longtemps. Ben, c'est forcément très, très proche. C'est le premier film de mémoire que je connais où il y a des personnages qui rétrécissent, là. J'en ai pas d'autres qui me sont venus en tête. Là. Après, dans les années 50-60, il y en a des tonnes. Là. Mais Bertha Gordon en a fait des tonnes. Bon, mais ici, c'est un des premiers. Puis c'est moins réussi. Là, le mélange, les décors... évidemment, ils ont fait des décors, ils ont fait des gros accessoires, des gros ciseaux, des grosses aiguilles, des grosses tables, des grosses chaises. Évidemment, ils ont grossi les accessoires puis les décors pour que nos personnages aient l'air plus petits. Ben, ça marche un petit peu moins bien, moi, j'ai trouvé, que dans L'homme qui rétrécit. Là, je trouvais que l'échelle avait l'air moins cohérente. Là, mais ça marche quand même bien. Mais la principale raison pour laquelle c'est bon, puis ce qui m'a épaté, puis c'est la chose, encore une fois, qui m'a surprise, c'est que c'est le personnage du docteur Cyclope. Là, encore une fois, j'ai oublié le vrai nom de son personnage. Il l'appelle Cyclope parce qu'il a des lunettes. Il est pratiquement aveugle, puis il brise une des lentilles de ses lunettes à un moment donné. Ça fait qu'il voit juste d'un œil. C'est là où ils prennent le nom. Mais ce personnage-là, c'est ça.
c'est un géant physique. C'est un colosse. Okay? Apparemment, Schoedsack, dans la vraie vie, le réalisateur, il faisait 6 pieds 6, puis il a utilisé ça comme inspiration pour son savant fou là-dedans. Fait qu'on a, c'est ça, c'est un mastodonte. Là, dans la vraie vie, l'acteur, il faisait 6 pieds 2, ça fait qu'il a mis des plateformes, puis il a vraiment l'air d'un colosse, là. C'est ça, il est hyper puissant physiquement, mais en même temps, il est pratiquement aveugle. Il y a un inventaire de lunettes avec des lentilles, ça d'épais, juste dans son de ses tiroirs, il y en a plein là, pour assurer sa survie, essentiellement parce que sans ça, il est complètement vulnérable. Fait qu'il y a ce contraste-là entre hyper puissant et hyper vulnérable. Il y a, comme on dit, pas un poil sur le coco, il est chauve. Fait qu'il y a vraiment visuellement une gueule pas possible. Il est vraiment intéressant. Puis l'acteur qui le joue, qui est Decker, je pense qu'il s'appelle Albert Decker, c'est ça, qu'on a vu aussi dans Gamera, la version américaine je pense, le premier Gamera, puis il joue aussi dans Kiss Me Deadly, un film de science-fiction et un film policier de la Mike Hammer, de la série Mike Hammer. Kiss Me Deadly, je voulais en parler là 30 secondes parce que vous devez absolument regarder ce film-là. Parce que c'était écœurant. OK. C'est vraiment bon en tabarnak. Là. OK. Kiss Me Deadly, c'est hallucinant. Fait que là, je vous l'ai dit. Là. Puis c'est ça, Decker, il joue un rôle de soutien là-dedans. Un assez gros rôle de soutien, je crois, à me souvenir. En tout cas, si je me fie sur l'IMDb, le deuxième ou troisième listé, je pense. Mais, tu vois, pour dire que là-dedans, il est bon, il est super, super, super bon. Puis, il donne à son personnage beaucoup de charme. Il est très, très, très charismatique, puis en même temps, il est très baveux, j'ai plus besoin de vous autres, etc. Mais cette ligne-là c'est ça, un personnage, un sociopathe hyper sympathique, ben, il est super bon. Puis... il crève plus ou moins l'écran quand on le voit. Puis, à qui il m'a fait penser, entre autres, il m'a fait penser à Walter White dans Breaking Bad. Là. Carrément. Bon, évidemment, Walter White, dans Breaking Bad, il commence en gars, professeur de chimie très humble, de début 50 ans. Je pense qu'il y a carrément 50 ans dans le premier épisode, quelque chose comme ça. Puis, il devient éventuellement, c'est ça, ce génie du crime, qu'en vérité, évidemment, la série laisse entendre qu'il a toujours été intérieurement, bon, papa. Ben, ici, c'est ça. Bon, mais le rapprochement entre les deux, c'est justement, c'est que dans les séries subséquentes, évidemment, de Breaking Bad, ben, c'est évident qu'il est hyper content d'être le personnage de Walter White aime être maléfique. Il aime la puissance que ça lui apporte, puis tout ça, puis c'est la jouissance dans le mal, un peu comme l'empereur Palpatine jusqu'à un certain point. Puis moi, j'y crois pas beaucoup dans la vraie vie à ce genre de personnes-là. Je soupçonne qu'il y en a pas tellement des gens qui sont comme ça dans la vraie vie, mais ça crée un personnage intéressant. Richard III, c'est un petit peu ça quand on y pense, là, certainement dans la première moitié de la pièce. Puis, ben lui, c'est ça, c'est un personnage comme ça. C'est un personnage qui fait le mal parce qu'il aime ça, en quelque part. Puis, il y a une absence totale de scrupules. C'est juste, il n'y en a juste pas. Puis, fait que c'est facile de mettre en scène, on en voit souvent des personnages qui ont une sorte de rire diabolique puis qui tuent quelqu'un, ce genre d'affaires-là. C'est quand même assez fréquent comme méchant de film. Mais là-dedans, t'as ça, mais tu y crois pas mal plus. Tu crois qu'il est content pour vrai, il trouve ça drôle. Puis il trouve ça drôle que ça marche essentiellement. Ça fait que
Tout ça combiné ensemble, une excellente interprétation par l'acteur, le côté physique qui est hyper impressionnant avec, c'est ça, le géant chauve avec les grosses lunettes, puis c'est ça, le côté qui est très, sa puissance combinée à sa faiblesse, puis le fait qu'il est très très intelligent, le personnage, etc. Ben, tout ça combiné ensemble fait que, ben, c'est ça, quand on le voit, il est captivant, il est absolument captivant. Puis, c'est pas exactement subtil et nuancé, mais c'est quand même pas mal plus subtil et nuancé que ce à quoi je m'attendais quand j'ai commencé à le regarder. Comme je disais, même si je l'avais vu quand j'étais petit, j'avais vu surtout la deuxième partie où est-ce que c'est les aventures de nos héros qui sont gros comme ça, c'est plus basé sur les effets spéciaux. Puis, parce que j'avais pas vu la première moitié, j'avais pas la mise en contexte qui donnait beaucoup de sens aux actions du professeur, du savant fou, là. Fait que ça pour dire que c'est ça, c'est plus, tu sais, si on compare, mettons, avec les savants fous que Bela Lugosi joue à cette époque-là, c'est mieux ça. Je veux dire, moi j'aime beaucoup Bela Lugosi, là, mais vraiment beaucoup, mais c'est toujours un peu caricatural, tu sais, puis c'est pas juste sa faute à lui, c'est qu'il se fait donner des rôles comme ça, tu sais, mais ici c'est plus intéressant, tu sais, c'est ça, c'est une sorte de Walter White des années 40 en version science-fiction, ça fait que c'est quand même cool. Bon, puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, si on fait ma petite réflexion, je ne vais pas m'étendre éternellement là-dessus, mais je vais encore une fois juste soulever une couple de questions. Sans rentrer dans les détails, ben, il y a une question qui est posée par le film, si ma mémoire est bonne, donc qui est cette question-là de le savant sans scrupules. Puis sous-entendu que c'est parce qu'il ne croit pas en Dieu, essentiellement. Puis, bon, c'est une production américaine. Les Américains, ils ont un rapport assez particulier avec la religion, là. Puis c'est beaucoup articulé sur l'axe les scientifiques d'un côté, puis les intégristes chrétiens protestants de l'autre, là. Puis, ben c'est ça, les intégristes anglo-saxons, c'est une tale qui existe juste là, sous cette forme-là, en tout cas. Tu sais, puis, encore une fois, comme je le dis souvent, parce qu'on baigne dans la culture anglo-saxonne à journée longue, à la longue, il y a des aspects de tout ça qui ont été normalisés, tu sais. Je pense par exemple à tous les trucs du style Rapture, là, toutes les interprétations de l'Apocalypse, comme quoi, tu sais, il y a un peu la méthode de témoins de Jéhovah, là, je pense que c'est témoins de Jéhovah, tu sais, où est-ce que, tu sais, c'est écrit dans l'Apocalypse qu'il y a 144 000 personnes qui vont être sauvées. Ça veut dire que c'est littéralement 144 000 personnes, puis c'est ça, les gens vont disparaître en marchant dans la rue, ils vont faire pouf, puis le Seigneur va les appeler à eux, les élus, qui sont évidemment, c'est ça, votre variété d'intégristes chrétiens, là, si vous croyez à ces choses-là. Puis bon, il y a des films du style Left Behind qui sont dans cette... Fait que c'est ça, dans cette talle-là, il y a en vérité, il y a toute une sous-catégorie de films plus ou moins de science-fiction qui appartiennent à cette catégorie-là. Puis, ben c'est faux furieux. C'est n'importe quoi, là. OK, je veux dire, bon, ça n'a de sens que si tout le monde autour de toi te dit que ça a du sens, n'est-ce pas? Puis, mais bon, il y a quand même un aspect de ça qu'on entend assez souvent, que moi j'ai entendu souvent, puis qui est, je suis pas mal certain que j'ai vu ça dans ce film-là, qu'ils disent carrément qu'il y a des éléments de dialogue là-dessus, qui est le fameux argument qu'on entend, qui est s'il n'y a pas de religion, ben forcément il n'y a aucune moralité, parce que c'est la religion qui a inventé la moralité. Ça, c'est un argument, honnêtement, c'est un lieu commun aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on entend vraiment très, 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 très souvent. Puis, bon,
moi, j'y crois pas du tout. Là. Je pense que c'est faux. Je veux dire, c'est une vue de l'esprit. Bon, c'est pas étayé par les faits du tout, à mon avis personnel. Mais même si vous pensez que c'est vrai, ce que je trouve intéressant ici, c'est que le film date de 1940. Puis le fameux procès, là, le procès Charles Darwin, le Scopes Monkey Trial, là, où est-ce qu'un professeur américain a été traîné en cours parce qu'il avait enseigné l'évolution en classe, là, c'est quand même assez connu comme anecdote, ben ce procès-là, il date de 1925. C'est 15 ans avant. Puis, bon, moi, je connais pas tout le contexte, là. Encore une fois, je suis allé voir un petit peu tantôt sur Internet, là, juste le contexte de ce procès-là, c'était quoi. Puis, même à l'époque, là, les gens qui étaient contre la théorie de l'évolution pendant le procès, donc cette ville-là en particulier, ça se passe dans une ville en particulier, là, ce procès, dans la vraie vie, ben, ils se font traiter de gros ploucs imbéciles et réacs, là. Okay? Donc, c'était pas comme si toute la population des États-Unis considérait que c'était une opinion intellectuellement défendable, ça, là, que la Bible, c'est vrai littéralement, puis tout ça. Mais néanmoins, on oublie trop souvent, je pense, que ce que nous, on considère comme la pensée scientifique, c'est extrêmement récent, en fait. Descartes, c'est quoi, 16e, 17e siècle? Bon, la théorie de l'évolution, c'est quoi, 19e siècle, milieu 19e siècle, fin 19e siècle? Je ne vais pas penser à vérifier, mais c'est excessivement récent, là. Donc, puis beaucoup d'aspects là, du style de la technologie moderne, le moteur à vapeur, là, comme le train, des affaires comme ça, là, les avions. Bon. Là, ce que je m'en vais avec ça, c'est que quand on regarde le film de Dr. Cyclops, c'est un peu mon point, ben, pour nous, la pensée religieuse, souvent, c'est vraiment extrêmement marginal, puis ça fait beaucoup plus longtemps qu'on baigne dans la culture que dans la pensée scientifique, que même les gens qui ont fait le film, qui ont joué dans le film, qui ont écrit le scénario. Ça fait 70 ans de plus, 3 générations donc. Puis où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que la question est encore assez fraîche, j'ai l'impression, à ce moment-là. C'est que est-il possible que c'est ça, c'est encore beaucoup plus la question est pas du tout H.G. Wells là, a écrit, mettons, L'île du Docteur Moreau, puis ces genres de romans comme ça, qui posent ces questions-là sur les questions morales liées à la vision scientifique, OK? Il a écrit ça fin 19e, 20e siècle. Donc, quoi, c'est un contemporain, là. Je veux dire, il a tourné un film en 35-36, là, je pense à H.G. Wells, là. Il est encore en vie, je pense, à cette époque-là. Donc, ces questions-là ne sont pas encore résolues. Okay. Puis quand on regarde le film, on a l'impression... C'est facile de voir ça comme beaucoup moins pressant comme question que ce que c'est réellement pour ces gens-là. Essentiellement, la crise psychique vient d'arriver. C'est à peu près ça mon point. Okay. Ça paraît pas pour nous qui le regardons avec le recul parce qu'on est habitué, on prend pour acquis que tout le monde baigne plus ou moins avec la pensée scientifique puis que les pensées religieuses de style intégriste est vraiment marginal. Il y en a beaucoup à notre époque, là, c'est revenu plus ou moins à la mode, mais ça demeure quand même un courant qui n'est pas, comme on dit, mainstream. Mais c'est ça, le genre de crise psychique, épistémologique, là, je ne sais pas si j'emploie bien le terme, mais
la mort de Dieu dont parlait Nietzsche. Encore une fois, Nietzsche, ça fait pas longtemps qu'il a écrit ses bouquins. La Révolution française, ça vient d'arriver. Donc, essentiellement, on est encore dans les balbutiements de la modernité. Okay. En 1940. Parce qu'ils sont habillés à peu près comme nous autres, parce que c'est du cinéma, on voit, donc c'est une technologie que nous on connaît, qui est une technologie moderne, parce que c'est en couleur ici. J'ai l'impression que c'est facile d'oublier qu'ils n'ont peut-être pas forcément la même mentalité que nous autres, puis ils sont un peu à mi-chemin peut-être entre une mentalité du 19e puis une mentalité du 20e, tu sais. Sont à la limite plus proches d'une mentalité peut-être du 19e siècle que du 21e siècle, le nôtre maintenant. Donc, puis, comme je dis souvent, j'ai pas la réponse absolue là-dessus. Tout ce que je fais, je me suis posé la question. OK. Puis, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, c'est ça. J'ai l'impression, c'est ça, qu'ils sont encore à mi-chemin avec la... il y a encore un élément de la sensibilité du 19e siècle en quelque part. Là. On est dans les débuts de notre phase de la modernité à nous, si vous voulez. Là. Bon, vous voyez l'idée générale. Fait que c'est à peu près ça. Donc, recommandation, j'avais pensé pour ces questions-là, à cause de cette question-là de religion, j'avais pensé à Conquest of Space de 1955, qui est un film de Baron Askin, c'est une production de George Pal, qui raconte une expédition qui va, je pense, sur Mars, là. L'idée, c'est que le capitaine vire fou à cause d'un accident, un peu comme dans The Abyss. Là, il y arrive une affaire comparable avec le méchant dans The Abyss. Puis, essentiellement, il vire crackpot religieux à cause de cet accident-là. Il est déjà religieux quand le film commence, mais je ne sais pas s'il manque d'oxygène. Il y a une raison là, physiologique. Là. Puis c'est traité avec beaucoup de respect, en fait. T'sais. Puis son fils est à bord, puis finalement, le conflit, ça devient beaucoup entre le père et le fils. Puis le père essaie de saboter la mission. Puis c'est ça, ça fait qu'on a un portrait d'une sorte d'intégriste religieux, mais qui est traité avec sympathie en quelque part, puis que j'avais plutôt aimé la manière que c'était présenté là. Mais finalement, j'ai choisi un film qui n'est pas un film de science-fiction. Puis je me suis dit que j'allais commencer à recommander de temps en temps des films justement qui sortent un peu du cadre du film de genre parce que je peux pas toujours recommander des Cronenberg essentiellement ou des Kubrick, tu sais. Juste pour varier un peu. Puis le film, c'est Docteur Petiot. Puis que j'avais vu, ça fait des années que j'ai vu ça. C'est sorti en 90. C'est un film de Christian de Challonge. Ça met en scène Michel Serrault dans le rôle titre. Puis, qu'est-ce que c'est? Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. Et le docteur Petiot, c'est un tueur en série. C'est une histoire vraie. Là. C'est arrivé pour vrai, ça. Puis en gros, c'est un docteur très aimé, très respecté, qui est connu dans les milieux de la résistance parce que il protège les Juifs essentiellement, parce que il leur donne des sauf-conduits là, pour... une famille juive va venir chez lui, je sais pas des familles, c'est des individus, là. Ils viennent chez lui, puis là, il lui donne un montant d'argent, évidemment, puis en principe, lui va leur trouver une nouvelle identité quelque part, comme dans Breaking Bad, un peu, là. C'est Ed the Disappearer. Sauf que ici, il leur trouve pas de nouvelle identité, il est but. Puis c'est assez sordide, on est d'accord, là, comme anecdote.
Mais l'intérêt du film, c'est justement, c'est la jouissance dans le mal. Puis Michel Serrault, bon, évidemment, maintenant, il est un petit peu moins connu, mais années 80-90, il était très, très, très connu. Puis il a joué dans La Cage aux folles, mais il a joué dans des films de Bertrand Blier, je pense. Il est bon en crise, Michel Serrault. C'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Il a joué dans chef-d'œuvre après chef-d'œuvre. Bon. Puis, ben c'est ça, c'est lui qui fait ce personnage-là. Puis, le ton du... C'est ça, il le joue vraiment comme... il le fait par plaisir, il le fait parce qu'il trouve ça drôle. Puis, moi, en principe, j'aime pas tellement ce genre d'histoire-là. Mais il y a un ton très particulier, autant dans son interprétation que dans la réalisation. C'est un film qui est réputé comme ayant une atmosphère un petit peu onirique, surréaliste. Là. Ça, je me rappelle pas à ce point-là. J'ai vu ça sur Internet, tantôt que les gens disaient ça. Puis c'est ça, j'ai cherché à revoir des séquences pour me remémorer le film. Puis il est apparemment pas sorti en DVD. C'est très, très dur à trouver, en vérité. Je l'ai vu sur la page de Mubi, là, le site de film. Fait que là, présentement, je pense qu'il n'est pas disponible sur le site, mais ça peut arriver à l'occasion que vous le trouviez là. Bon, c'est ça. C'est dur à trouver. Je vous le dis tout de suite. Là, c'est assez obscur. Mais si vous avez l'occasion de le voir, même si c'est pas forcément un film parfait, pour l'interprétation là, de Michel Serrault, ça vaut la peine de le voir. Puis... c'est ça, ça m'est suffisamment resté pour que, essentiellement, 30 ans après que je l'ai vu, j'y pense pour ce film-là. Puis, j'avais pensé, j'ai cherché d'autres suggestions, peut-être le fameux Conquest of Space, mais le meilleur approchement que je peux faire, en quelque part, c'est avec, c'est ça, entre le psychopathe jouissif de Dr. Cyclope et le psychopathe jouissif de Michel Serrault dans Dr. Pétiot. Donc, voilà. Fait que c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est bon, Dr. Cyclope? C'est bon parce que visuellement, c'est vraiment impressionnant. Les images sont super belles. Puis parce que le personnage du Dr. Cyclope est vraiment franchement épatant.